Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Souvenez-vous, l'été dernier, la loi de moralisation avait supprimé la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, c'est cet ensemble de subventions issues du budget de l'État que les parlementaires, députés comme sénateurs, pouvaient répartir entre les collectivités et les associations de leur circonscription locale. Une réserve dont l'usage était jugé par ses détracteurs opaque, voire clientéliste. En revanche, pour ses défenseurs, elle permettait un véritable ancrage local des élus. Et bien voilà que la réserve parlementaire a fait en quelque sorte son retour dans le budget 2018 hier, puisque les sénateurs hier ont acté la création d'une dotation aux petites communes dont le montant compense la perte de la réserve parlementaire, 86 millions d'euros. Ce n'est pas tant la création de ce fonds qui pose problème. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, les députés avaient eux aussi voulu compenser la perte de la réserve parlementaire par un fonds réparti entre les associations et les collectivités. Non, ce qui pose problème, c'est que les sénateurs veulent que ce soit les parlementaires eux-mêmes qui puissent décider de la répartition de ces sommes d'argent. Une mesure jugée inconstitutionnelle par le gouvernement et notamment par Jacqueline Gourault qui représentait hier l'exécutif. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Il s'agit là de l'amendement de notre collègue Hervé Maurey, que je défends avec plaisir, et qui vise à créer une seconde part de la dotation de soutien à l'investissement local destinée aux communes de moins de 2000 habitants, dont les modalités d'attribution permettraient la même souplesse et les mêmes avantages que l'ancienne réserve parlementaire. Tout le monde la réserve. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est quand vous rencontrez un député qui a voté contre la réserve parlementaire, aujourd'hui il vous dit on a fait de grosses bêtises. Il faut que ce soit écrit au procès-verbal parce que c'est quand même vrai. L'ancienne réserve parlementaire, dont la disparition est extrêmement préjudiciable aux communes rurales. Il propose que les crédits de la DSIL affectés à cette seconde part atteignent le même montant que la réserve parlementaire destinée aux collectivités territoriales en 2017, soit 86 millions d'euros. Cette seconde part du fonds permettra ainsi d'aider les communes de moins de 2000 habitants à réaliser leurs projets. En particulier, elle pourra être mobilisée pour soutenir leurs investissements de faible montant, souvent inéligibles à aucune autre aide depuis la suppression de la réserve parlementaire. L'affectation de ces subventions relèverait des parlementaires. Un même projet ne pourra recevoir qu'une seule aide au titre de cette seconde part, plafonnée à la moitié du montant de l'investissement. Les aides provenant de cette part pourront être cumulées avec d'autres subventions. Enfin, dans un objectif de transparence, cet amendement prévoit que les projets aidés soient rendus publics et donc consultables partout sur Internet. Je voudrais, monsieur le rapporteur, rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réagit, on raisonne comme si on n'avait pas en tête que dans quelque temps, il n'y aura plus que 200 sénateurs, 400 députés, et que donc naturellement, notre représentation aujourd'hui, il faut qu'on la maximalise. Parce que quand ensuite, il n'y aura plus que quelques parlementaires épars sur le terrain, j'attends de voir comment nous pourrons être présents, comment la représentation nationale sera présente dans le fonctionnement démocratique de nos institutions locales. Et ça, c'est un sujet dont on ne peut pas faire l'économie de la réflexion. Merci, cher collègue. Quel est l'avis de la commission ? Bien, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je crois, chers collègues, que votre amendement vise à rétablir la réserve parlementaire, indépendamment du fait qu'elle rétablit sur la DSIL. Je pense qu'il y a peu de chances que ça puisse prospérer, mais je voudrais surtout rappeler que nous avons choisi indirectement de rétablir les crédits supprimés en transférant sur les 86 millions, 50 millions d'euros que nous transférons à la DETR, dont je crois avoir cru comprendre qu'on préférait que ce soit quand même à la DETR qu'à la DSIL. Et nous avons un amendement de 36 millions pour les euros manquants qui ont augmenté la DGF et que nous avons voté. Donc, il nous semble une solution plus fonctionnelle. Donc aussi, chers collègues, je vous demanderai le retrait.
Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement? Madame la ministre. Je vais aussi profiter de cet amendement pour faire quelques points généraux. Ça m'évitera de les reprendre à chaque amendement. Et je ne vais pas répéter ce qui a été dit précédemment, notamment par le rapporteur de la Commission des finances, que le gouvernement partage. Je voudrais rappeler simplement à votre attention que l'attribution d'une subvention publique par des parlementaires pose une question de séparation des pouvoirs qui a été tranchée par le Conseil constitutionnel le 8 septembre 2017. Le Conseil constitutionnel a validé la suppression de la réserve parlementaire en soulignant que cette pratique consistait pour le gouvernement à lier sa compétence en matière d'exécution budgétaire. Dès lors, la suppression de la réserve parlementaire visait à s'assurer du respect de la séparation des pouvoirs et de l'article 20 de la Constitution, contrairement à ce que j'ai rappelé ce matin pour la réserve gouvernementale lors de l'entretien avec Madame Gatel. Votre amendement, donc, ici, Monsieur Grand, consiste en fait à recréer une réserve parlementaire au sein d'une dotation budgétaire classique. Et évidemment, il est contraire aux exigences constitutionnelles que je viens de rappeler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais rappeler aux parlementaires, au-delà de ce qui a été voté dans le budget pour 2017 par l'ancien gouvernement, la présence de 4 parlementaires dans la commission DETR, que dans la loi Confiance du 15 septembre 2017, dans son article 34, il est dit que 5 jours avant la commission DETR, tous les membres de la DETR devaient recevoir, bien sûr, l'ordre du jour et également l'ensemble des parlementaires du département, avec évidemment ce niveau qui a été abaissé, comme l'a rappelé M. Guéné, à l'Assemblée nationale par amendement de 150 000 à 100 000. Moi, je suis d'accord avec le fait que l'information l'amélioration de l'information était nécessaire. Car c'est vrai qu'il y avait d'abord des différences importantes entre les départements. Par empirisme, je me suis aperçu que c'était déjà une tradition dans certains départements, dans d'autres, ça ne se faisait pas. Donc, que ça soit passé dans la loi Confiance, c'est une bonne chose. Et il est évident aussi qu'on pourrait demander pour l'attribution de la DSIL que les conclusions de ces attributions soient aussi diffusées à l'ensemble des parlementaires. Ça me semblerait normal. Mais nous restons dans le cadre de la loi et donc nous ne pouvons pas être favorables à et de la Constitution à cet amendement. Merci, Madame la Ministre. Je mets donc aux voix l'amendement qui a fait l'objet d'une demande de retrait. Sans faire perdre de temps, bon, il est signé par 51 sénateurs, ce qui prouve bien que le sujet est posé. Compte tenu des explications, vous préférez qu'on le vote? Bon, mes chers collègues, moi, je ne fais que me substituer aux signataires donc, écoutez, je ne le retire pas. Voilà. Merci, chers collègues. Donc, je le mets aux voix. Je rappelle avis négatif de la Commission, avis négatif défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté.
Nous passons à une série de 3 amendements identiques. D'abord le 9 rectifié, défendu par Monsieur Hervé. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Il s'agit de parler du tourisme. Et cet amendement vise à modifier la ventilation de la DSIL sans en augmenter l'enveloppe. Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique du monde. L'objectif du gouvernement, rappelé lors de l'installation du Conseil interministériel du tourisme le 26 juillet 2017, est de conforter cette première place en portant le nombre d'arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux en 2020 et permettre ainsi d'augmenter les recettes touristiques. Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l'ensemble du territoire national. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 8% du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Et donc, renforcer l'attractivité des destinations françaises nécessite cependant une politique d'investissement ambitieuse pour les communes touristiques, lesquelles rencontreront d'ailleurs des difficultés avec notamment la question de la règle d'or renforcée, puisque ce sont des collectivités qui investissent énormément, notamment dans le domaine économique. Mais c'était une aparté. Il est donc fondamental que la dotation de soutien à l'investissement local permette de soutenir les projets de ces communes touristiques, et c'est un élu de la Haute-Savoie qui le dit. Merci, chers collègues. Un amendement identique, le 65, défendu par Madame Bruguière. Exact. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, cet amendement vise à modifier la ventilation de la dotation de soutien à l'investissement local sans en augmenter l'enveloppe. Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique mondiale. L'objectif du gouvernement, rappelé lors de l'installation du Conseil interministériel du tourisme le 26 juillet 2017, est de conforter cette première place en portant le nombre d'arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l'horizon 2020 et d'augmenter ainsi les recettes touristiques. Atteindre ce double objectif permettrait de créer 300 000 emplois supplémentaires sur l'ensemble du territoire. Pour mémoire, le secteur touristique représente près de 8% du PIB et 2 millions d'emplois directs et indirects. Renforcer l'activité des territoires français, des destinations françaises nécessite cependant une politique d'investissement ambitieuse pour les communes touristiques. Il est donc fondamental que la dotation de soutien à l'investissement local permette de soutenir les projets des communes touristiques. J'appartiens à une communauté d'agglomération au bord de la Méditerranée, qui a 3 grandes communes touristiques. Vous comprenez pourquoi je soutiens cet amendement et je le présente. Merci. Merci, chers collègues. Un 3e amendement identique, le 120 rectifié bis, défendu par Madame Carrère. Il est défendu. Merci. Quel est l'avis de la Commission ? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, ces 3 amendements visent à élargir les priorités nationales financées par la DSIL au projet de développement de l'attractivité des communes touristiques. Alors, nous allons demander l'avis du gouvernement sur ces amendements car je comprends les motivations de leurs auteurs et nous souhaiterions savoir si le gouvernement considère que la DSIL serait un instrument pertinent de soutien à la politique du tourisme. Comme cela a été dit indirectement, cet amendement conduirait à réduire les crédits disponibles pour les autres priorités que vous connaissez, qui sont la rénovation thermique, transition énergétique, etc. etc. Donc, voilà, on aurait même pensé qu'on aurait plutôt dû dire développement de l'attractivité touristique plutôt que des communes touristiques, s'agissant en tout état de cause d'une somme qui va. Mais bon, avis du gouvernement, je ne sais pas. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, quel est l'avis du gouvernement ? L'avis du gouvernement est défavorable. En effet, vous proposez de porter de 8 à 9 le nombre de grandes priorités d'attribution de la DSIL en catégorisant développement de l'attractivité des communes touristiques. Nous ne sommes pas favorables parce que nous pensons que ça n'est pas une priorité par rapport à beaucoup d'autres politiques qui sont importantes, urgentes, et bien sûr parce que si vous créez ce fonds supplémentaire, vous enlevez aux autres priorités, tout bêtement. Merci, Madame la Ministre. Du coup, la Commission...
Monsieur le rapporteur, vous aviez demandé l'avis du gouvernement. Il est défavorable. Disons défavorable. Merci. Madame Bruguière, pour explication de vote. Que je maintiens cet amendement parce que je ne voudrais pas qu'on voit passer des étrangers allant vers l'Espagne ou allant vers ailleurs et ne pas s'arrêter dans nos communes. Je parle qu'effectivement, ce n'est pas commune, c'est l'attractivité de nos communes. Et je redresse bien la situation, pas les communes, mais l'attractivité des communes. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Colomba, pour explication de vote. S'il s'agit de l'attractivité, je veux bien. Mais il ne me semblait pas que la DSIL avait pour vocation de distinguer des catégories de communes. Bon, donc si on rentre dans ce jeu-là, je veux dire que en plus c'est plutôt des décisions à prendre au niveau du ministère du Tourisme. Voilà. Merci, chers collègues. Monsieur Hervé, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Bon, entendre que ce ne serait pas une priorité au même titre que d'autres, ça mériterait un long débat sur la place du tourisme dans notre pays. On va, dans les années qui viennent, organiser de grandes compétitions internationales dans le domaine sportif. On a un vrai enjeu de compétitivité internationale sur les questions de sport d'hiver. On a un objectif fixé par le président de la République, si j'ai bien compris, soutenu par le gouvernement, de voir progresser de 83 à 100 millions le nombre de touristes accueillis en France en 3 ans. Bon sang, mais si on n'affirme pas dans le projet de loi de finances pour 2018 que l'attractivité touristique du pays portée par l'investissement des communes et des intercommunalités, ce n'est pas une priorité, moi j'ai du mal à comprendre la lisibilité même par rapport à ce type d'amendement du discours gouvernemental. Donc évidemment que je maintiens cet amendement et je souhaite qu'il puisse être largement adopté. Merci, chers collègues. Monsieur Rénal, vous aviez levé la main. Oui, on sent que les rapporteurs spéciaux vont avoir une après-midi difficile, autant se le dire. Sur à peu près tous les amendements, ça a bien démarré puisqu'on a réintroduit quelque chose qui n'existe plus. Donc, c'était un bon premier amendement. Alors, poursuivons maintenant par la DSIL. Alors, moi, je veux bien tout. J'entends tout à fait l'argument. Il est tout à fait. Maintenant, on nous dit, je ne comprends pas que ce ne soit pas au PLF. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que l'outil DSIL est utilisé pour cette politique-là. Problème, on a 400 millions d'euros sur la DSIL. On a quelques priorités qui sont fixées par la loi. Je les rappelle, rénovation thermique, transition énergétique. Je redonne le chiffre, 400 millions par an. Rien que pour la première priorité, les 400 millions pourraient être bouffés sans problème. Mise aux normes, sécurisation des équipements publics, développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, là aussi. Développement du numérique, création, transformation des bâtiments scolaires, réalisation d'hébergements publics. Écoutez, on parle de 400 millions d'euros, il y a déjà 6 priorités qui en font 3 milliards, quoi. Si je ne dis pas plus. Donc, effectivement, on peut faire une liste à la Prévert, il n'y a aucun problème. Mais enfin, vous la ferez sans nous, sincèrement. Défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Marie. Merci, monsieur le président. Moi, je comprends parfaitement les motivations de nos collègues qui ont déposé ces amendements. La difficulté, c'est que tout cela ne pourrait se faire que par vase communicant. Or, la DSIL n'est pas extensible, elle est même peut-être déjà inférieure aux besoins. Et donc, moi-même, dans mon département, j'ai plusieurs communes qui pourraient être intéressées, non pas des moindres d'ailleurs. La Normandie, vous le savez, est tout aussi attractive que la Côte d'Azur. Et que d'autres régions, bien évidemment, et elle serait ravie d'obtenir des moyens supplémentaires. Ceci étant, ça se fera forcément au détriment des autres communes. Aussi, je pense que le débat n'est pas placé au bon moment. Tout cela mériterait effectivement une discussion et pourquoi pas texte législatif sur l'attractivité touristique de notre pays, au même titre d'ailleurs que nous aurons prochainement, en réponse à ce que disait un de notre collègue, une loi olympique qui nous permettra d'appréhender non seulement les modalités, mais aussi les moyens à mettre en œuvre pour conforter cette grande aspiration que nous avons tous de faire que la France soit encore plus attractive qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix ces 3 amendements identiques qui font l'objet de 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 98, rectifié bis. Monsieur Capu. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de cohérence. C'est un amendement qui vise à inscrire dans le champ des projets soutenus par la dotation budgétaire de soutien à l'investissement local les projets de gestion des ressources naturelles, d'assainissement et de traitement des déchets. Vous savez qu'à l'heure actuelle, la dotation budgétaire est destinée au soutien de 6 types de projets: la rénovation thermique, le développement d'infrastructures en faveur de la mobilité, la construction de logements ou encore le développement du numérique et de la téléphonie mobile. En revanche, la loi NOTRe a prévu le transfert des compétences eau et assainissement aux EPCI en 2020. Il paraît donc cohérent que la dotation vienne maintenant avoir vocation à accompagner également ces établissements dans les projets structurants. Voilà, mes chers collègues. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission? Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, on peut reprendre pour cet amendement la même argumentation que pour le précédent, puisqu'on est vraiment toujours sur la même enveloppe et sur une politique ciblée. On peut rajouter aussi que cette politique de l'eau et de l'assainissement ont fait l'objet de dispositifs de financement par ailleurs beaucoup plus adaptés. Et on peut s'interroger aussi sur le fait que le transfert d'une compétence qui existante exigerait des financements encore supplémentaires. Ça peut paraître un peu décalé puisque normalement c'est censé être l'inverse. Mais bon, voilà. Donc quelque part défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du Gouvernement? Monsieur Capu. Ah voilà. Merci. Le gouvernement va donner un avis défavorable avec le même argument, effectivement, que précédemment, mais je voudrais ajouter quelque chose, Monsieur Capu. Il semble que les projets que vous visez sur les ressources naturelles, le traitement des déchets, etc., peuvent facilement s'intégrer dans les priorités transition énergétique ou encore, dans certains cas, réalisation d'équipements rendus nécessaires pour l'accroissement du nombre d'habitants. Par ailleurs, de tels projets pourront également être éligibles à d'autres dotations telles que la DETR. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Darnaud, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire que je trouve assez savoureux qu'on en arrive à un tel amendement que j'aurais presque tendance à soutenir. Ce n'est pas faute d'avoir alerté le gouvernement sur ce sujet qui concerne notamment l'eau et l'assainissement. Et nous nous retrouvons quand même aujourd'hui dans une situation où si nous avions écouté il y a quelques mois la position du Sénat, si la sagesse avait prévalu à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que nous n'ayons plus ce sujet eau et assainissement et que nous puissions, je le dis parce que quelque part ça pose un double problème, c'est que l'eau et l'assainissement, forcément, ça va appeler, si on entend la prise de compétences par les intercommunalités, des investissements forts, au moment même où les agences de l'eau sont en train de se désengager et de se désinvestir de l'ensemble de ces sujets. Et je comprends la nature de l'amendement de nos collègues dans l'esprit, je le soutiens même. On en arrive quand même à des situations assez paradoxales. C'est qu'ici, à l'unanimité, nous votons un texte. Alors aujourd'hui, et je salue la ministre parce que nous avons quand même avancé sur le sujet,
Mais convenez-en, des fois, si on avait fait preuve d'un peu plus de bon sens, aujourd'hui, nous ne serions pas obligés de proposer des amendements pour que les communes, les intercommunalités puissent bénéficier de ce fonds qui, de facto, va servir à alimenter tellement de sujets qu'on va avoir un phénomène de saupoudrage. Donc, je le dis, je trouve ça totalement regrettable et sur le fond, je comprends le dépôt de cet amendement. Merci, cher confrère. Monsieur Bonhomme. Oui, mon propos sera similaire, Monsieur le Président, c'est-à-dire qu'à force, évidemment, on en vient à trouver des expédients par rapport à une situation générale que l'on déplore, mais malheureusement, vouloir trop en donner à la DSIL, ça va finir par l'affaiblir. Et le risque, évidemment, c'est qu'à trop vouloir diluer, à ouvrir le spectre des possibilités, on va finir par diluer les possibilités d'intervention et on va perdre autant en impact. Donc je pense quand même qu'il faut garder la philosophie générale de la DSIL et sans doute trouver d'autres moyens pour traiter individuellement les questions du tourisme, de l'eau et de l'assainissement, qui sont des vraies questions à part entière, mais qui ne me semblent pas devoir trouver une issue dans ce débat, dans cette partie. Merci, cher collègue. Monsieur Marc. Merci, Président. Un petit peu de bon sens, et le bon sens du Sénat avait prévalu sous l'égide de mon ami Mathieu Darnaud lorsque une commission s'était rendue sur le terrain et avait constaté que les élus de gauche et de droite souhaitaient que la compétence eau et assainissement devienne une compétence optionnelle en 2020 et non pas une compétence obligatoire. Moi, je constate avec regret que l'Assemblée nationale, dans un premier temps, n'en a pas voulu. Et pour connaître pas mal de députés de l'Assemblée nationale, il semblerait qu'ils aient conscience aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir où c'est que l'on en est de cette compétence eau et assainissement que tous les élus locaux souhaitent voir devenir optionnelle en 2020 et non pas obligatoire. Sinon, nous sommes obligés ensuite d'en passer par des expédients, comme le disait tout à l'heure mon collègue Bonhomme ou Darnaud, et voter malheureusement des amendements qui, en l'occurrence, ne sont pas de bonne loi, me semble-t-il, si on avait tout simplement suivi le bon sens du Sénat. Merci, chers collègues. Vous demandez la parole, Madame la Ministre? Monsieur Darnaud a vu le mot « eau », donc il m'a relancé un débat. Voilà. Ou assainissement, je rappelle que très vite, et Mathieu Darnaud a participé avec d'autres sénateurs à la commission que je présidais sur cette mission, et le Premier ministre a annoncé lors de son discours à l'Assemblée nationale, je dirais un point d'étape de notre commission et une proposition qui fait l'unanimité de la commission, c'est-à-dire une solution qui, c'est pour clore le débat aujourd'hui, qui proposera je dirais une solution type LUI, voilà, qui permettra donc de choisir au fond, sous condition d'un certain nombre de communes qui est de 25% des communes représentant 20% de la population. Voilà. Bien, nous sommes arrivés à ce sujet. Je crois que c'est une situation de consensus. Voilà. Ça me permet de revenir, Monsieur Marc, vous m'aviez interpellé sur la confiance des élus locaux ce matin en disant « vous ne faites pas confiance » c'est la défiance vis-à-vis des élus locaux. L'amendement que vous avez voté tout à l'heure, évidemment, qui recrée une réserve parlementaire avec des présences de parlementaires qui sont seuls capables de juger de la destination des dotations, me font penser que les parlementaires ne feraient plus confiance aux élus locaux. C'est-à-dire à la commission DETR qui siège au cours des élus locaux. Monsieur, je vous dis ça gentiment, mais quand même parce qu'il y a la confiance envers les préfets, la confiance envers les parlementaires, la confiance envers les élus locaux. Une société de confiance ne se dissèque pas de cette manière. Une société de confiance, c'est on établit un principe de discussion et de confiance et on ne s'ajette pas en anathème en permanence la confiance ou la défiance les uns vis-à-vis des autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Madame la Ministre. Le Président Guillaume avait levé la main tout à l'heure.
Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, si vous le permettez, Madame la Ministre, je vais remettre une rasade d'eau ou réouvrir le robinet un instant quand même, parce que il ne s'agit pas de confiance ou de défiance, Madame la Ministre, il s'agit d'actes. Si, lorsque le Sénat a voté la loi, la PPL à l'unanimité ici, le gouvernement avait donné un avis favorable à l'Assemblée nationale, nous n'en parlerions plus. Nous n'en parlerions plus. Or, vous n'avez pas voulu le faire. Et quand vous parlez de défiance ou de méfiance, visiblement, vous n'avez pas laissé la confiance aux parlementaires qui connaissent le terrain et qui savaient que ça allait dans le bon sens. Et vous vous serez épargné, je dis ça presque pour vous aider, Madame la Ministre, ça va encore me faire avoir des remarques sur Internet peut-être ou sur les réseaux sociaux, mais ça vous aurait épargné de la fronde et de la gronde des élus la semaine dernière au congrès de l'AMF. Alors vous avez monté un groupe de travail. Les échos que j'ai eus de ce groupe de travail, ça va dans le bon sens. Nous avons perdu assez de temps maintenant. Nous, notre groupe et notre chef de file Didier Marie l'a dit, nous ne voterons pas cet amendement parce qu'il ne correspond pas à ce qu'il faut faire dans le cadre de cette loi, cette loi budgétaire. Mais franchement, Madame la Ministre, plus tôt ce dossier sera soldé, plus la confiance des élus locaux reviendra et surtout, cela permettra de constater dans un climat serein sur le territoire que qui mieux que les élus locaux savent ce qui est bon pour leur territoire dans le cadre global. Certains voudront le faire dans l'interco, grand bien leur face, très bien pour eux. D'autres pensent que ça sera mieux localement de gérer leur syndicat, très bien. J'ai entendu ce qu'a dit le président de la République, que la France était diverse et qu'elle pouvait être gérée différemment. Mais vous savez, aujourd'hui, la ruralité souffre beaucoup. Et les élus ruraux ont besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on leur dise clairement « faites ce que bon vous semble devoir faire pour le territoire ». C'est la raison pour laquelle je ferme le robinet maintenant, Madame la Ministre. Mais ce dossier, vous le savez, nous préoccupe beaucoup. Madame la Ministre. Merci de votre soutien, cher Président Guillaume. Je pense que c'est vrai que c'est important, qu'il faut que ça se termine et c'est la raison pour laquelle nous allons légiférer dès le début d'année. Il y aura une loi pour traiter de l'eau et de l'assainissement. Et au fond, ça aura été fait par consensus et c'est ça qui est important parce qu'on a mis tout le monde autour de la table. Parce que figurez-vous qu'il y avait des gens et des associations d'élus qui ne voulaient pas qu'on touche à cette loi. Oui, mais bien sûr, mais au moins ça aura été fait dans la discussion, etc. Cher ami Guillaume, je ne vous rappelle pas de la manière dont cette proposition était arrivée dans la loi NOTRe. J'ai la gentillesse de ne pas le rappeler. Et parce que ça n'était pas initialement dans le texte de la loi NOTRe, je le rappelle parce que, comme on me rappelle toujours, quand vous étiez là, quand j'étais là, je suis là, je me rappelle aussi quand j'étais là. Merci. Merci Madame la Ministre. Monsieur Colomba. Monsieur Colomba, vous avez la parole. Madame la Ministre, n'ayant jamais changé d'avis sur ce sujet, je voulais simplement... Madame la Ministre... S'il vous plaît, Monsieur Colomba a la parole. Madame la Ministre, est-ce que vous réalisez le ridicule qu'il y a à passer le temps sur une question aussi simple, à trouver des voies de contournement consensuelles, etc., pour régler ce problème si simple? Non mais, attendez, on rêve, oh la confiance, enfin, etc. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Bon, est-ce que, oui ou non, on rend optionnel le transfert de l'eau et de l'assainissement? Le Sénat s'est déjà prononcé. Très bien. Il n'y a pas à chercher des solutions de remplacement. Oui, le minimum de blocage, enfin, etc. Mais c'est quoi ça? Tout ça pour que quelques-uns sauvent la face? Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'amendement 98 rectifié bis qui a fait l'objet d'un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à une série de 7 amendements qui font l'objet
d'une discussion commune. Le 84, Monsieur Hervé. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, c'est un amendement que je défends au titre de la Commission des lois qui l'a adopté. C'est la première partie donc sur la question de la DSIL pour faire redescendre au niveau départemental et de confier au préfet de département plutôt qu'au préfet de région le soin d'attribuer les subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Le préfet de département est l'interlocuteur naturel des élus locaux. C'est lui qui connaît le mieux les problématiques locales, surtout dans les grandes régions issues du redécoupage de la carte régionale. Il est déjà chargé de l'attribution des subventions au titre de la DETR ou de la dotation de la politique de la ville. En outre, dans un autre amendement, il est proposé de créer auprès du préfet de département une commission d'élus à la fois compétente sur la DSIL dont on parle et la DETR. Et donc en conséquence, la DSIL serait répartie en fonction de la population des départements et non de celle des régions. Alors j'ai déjà entendu tout à l'heure dans la discussion sur l'article un certain nombre d'observations. On dit que la DSIL doit être gérée au niveau régional car elle finance les grands investissements structurants. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai sur le terrain, puisque les préfets de région, dans bien des endroits, confient la préparation aux préfets de département, lesquels n'ont pas, pour cette dotation-là, de commission d'élus pour les y aider. Deuxième chose, on évoque la question des départements ruraux, et en disant que si on fait un prorata numéris département par département, certains départements ruraux risqueraient d'être lésés du fait de leur faible population. Alors, on a peu d'informations sur le sujet. Il serait, Madame la Ministre, au titre de l'information du Parlement, que le gouvernement nous dise la répartition par département des subventions accordées au titre de la DSIL. Et pour les départements ruraux, représentés au Sénat évidemment, mieux vaut une enveloppe garantie qu'une enveloppe régionale qui risque, elle, d'être consommée dans de grands projets urbains ou métropolitains. Voilà. Et puis, moi, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on trouve une autre clé de répartition sur cette question même de la répartition département par département. Tel est l'amendement proposé par la Commission des lois. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la discussion commune, l'amendement numéro 101, Monsieur Marc. Merci, Monsieur le Président. Comme l'avait proposé le Conseil d'État, le gouvernement pourrait envisager de réorienter en partie les crédits alloués dans le cadre de la réserve parlementaire vers des mécanismes budgétaires adaptés aux politiques publiques que l'État entend mener ou soutenir conformément aux règles de droit commun d'attribution, de gestion ou de contrôle des subventions. Dans cette perspective, il paraît pertinent de soutenir l'équipement rural et les petites communes en difficulté. En application de l'article L. 2334-33 du CGCT, les communes répondant à certaines conditions démographiques et de richesse fiscale peuvent bénéficier de DETR. Une commission auprès du représentant de l'État fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minimaux et maximaux de subventions applicables à chacune d'elles. Cette commission est composée des représentants des maires et des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 dans les départements d'outre-mer, et des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants. Il est proposé que l'ensemble des députés et sénateurs intègrent cette commission. Il est également donné à la commission des pouvoirs décisionnaires dès 20 000 €. Ceci afin de renforcer le rôle des sénateurs et des députés sur le territoire. Il paraît nécessaire de permettre à l'ensemble des parlementaires de participer en codécision au fond de la DETR. Pour ce qui est de ce qu'a dit tout à l'heure la ministre concernant la défiance que nous pourrions avoir envers les élus locaux, pas du tout, puisque jusqu'à présent la DETR, les commissions servent à quoi? Servent à définir les critères d'éligibilité. Une fois que ces critères d'éligibilité sont affirmés et décidés, eh bien, c'est le préfet qui ensuite octroie ou n'octroie pas les subventions. Alors nous avons la chance en Aveyron d'avoir un préfet qui tient compte de l'avis des parlementaires. Ce n'est pas le cas partout et c'est pour cela que je pense qu'il faut que nous soyons codécisionnaires des 20 000 €. Merci, chers collègues. Monsieur Marie, pour le 61 rectifié bis. Oui, il s'agit en fait, si vous le permettez, Monsieur le Président, de deux amendements qui se complètent et qui vont dans le même sens que ceux qui ont été présentés par la Commission des lois, tout en étant à la fois différents sur la forme et légèrement sur le fond. Sur la forme, parce qu'en fait, j'ai dissocié les choses. Le premier permet
de ne traiter que d'une question, ce qui, le cas échéant, nous autoriserait à progresser à petits pas. Et donc, dans le même esprit que l'amendement du rapporteur de la commission des lois, il sera complété par la suite. Il a donc pour objet de confier la responsabilité de l'attribution des subventions de la DSIL au préfet de département, qui ventile déjà la DETR et la DPV. Le préfet de département étant, et c'est partagé ici, l'interlocuteur habituel et quotidien des élus locaux et le meilleur connaisseur des problématiques des communes et en particulier des plus petites d'entre elles. Le deuxième amendement vise donc à renommer cette commission DETR en commission des investissements locaux et prévoit qu'elle soit compétente, en plus des dossiers d'investissement déposés au titre de la DETR, compétente pour ceux déposés au titre de la DSIL. Merci, chers collègues. Vous avez donc défendu en même temps le 60 rectifié bis. Nous passons au 97 rectifié bis. Monsieur Capu n'est pas là. Monsieur Marc, alors? Monsieur Guerriau. Oui, Monsieur le Président, cet amendement propose d'associer les élus locaux à l'attribution de la dotation et de soutien de l'investissement DSIL. À travers l'avis de la commission départementale mentionné donc à l'article du L 233.3.37 du Code général des collectivités territoriales, composé de représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'ensemble des députés et des sénateurs du département. Merci, chers collègues. Nous passons ensuite à trois amendements identiques. D'abord, le 74 rectifié terre, défendu par Monsieur Leroux. Monsieur Leroux. Excusez-moi, Président. Chers collègues, Président, Madame le Ministre, chers collègues, l'amendement va dans le même sens que ce que l'on a vu précédemment. Donc, depuis la création en 2016 de l'attribution de la DSIL, elle est centralisée en préfecture et échappe à la consultation des élus locaux. Le présent amendement propose la création d'une commission consultative d'élus chargée de se prononcer sur les modalités d'attribution de subventions au titre de la DSIL à partir de 100 000 €. Merci, chers collègues. Monsieur Rapin, pour le 90 rectifié. Oui, c'est le même amendement, Monsieur le Président, donc je considère qu'il est défendu. Merci, chers collègues. Le 127 rectifié, qui n'est pas... Ah, Madame Coste, vous l'avez défendu. Vous n'êtes pas signataire, donc il tombe, mais... Merci. Nous passons, toujours dans la discussion commune, à l'amendement 96 rectifié bis. Monsieur Guerriau, encore. Le 96 rectifié bis. Il est défendu? Alors, cet amendement propose la création d'une commission consultative d'élus chargée de se prononcer sur les modalités d'attribution des subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement. En effet, cette dotation créée en 2016 est aujourd'hui pilotée par les préfectures et n'associe donc plus les élus locaux à sa répartition. Consacrée par le projet de loi de finances de 2018, à travers son inscription dans le Code général des collectivités territoriales, ces dotations de 665 millions d'euros méritent davantage de transparence et de dialogue avec les élus locaux. Merci, chers collègues. Je vais à présent demander l'avis de la Commission pour ces amendements. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je ne vais pas revenir en détail sur chacun des amendements puisque j'ai pris soin de faire une longue déclaration liminaire sur les problématiques que soulevait l'ensemble de ces amendements qui, pour les uns, veulent voir la répartition de la DSIL au niveau départemental attribuée par le préfet, pour d'autres par une commission départementale DETR, par le préfet de département, par une commission des investissements locaux, et notamment qui pourrait être composée notamment de parlementaires. Je crois que
ce qu'on peut dire, c'est que pour l'heure, il est certain que la DSIL n'est pas un modèle de fonctionnement. Je crois qu'elle mérite quand même d'être améliorée. Pour la vivre moi-même, je vois bien comment ça fonctionne, la relation région, département. Il y a encore beaucoup de flou et c'est quelque chose qui demande un certain nombre d'améliorations pour arriver à une fluidité et des informations que doivent avoir les élus locaux, comme d'ailleurs les parlementaires. Mais les solutions que vous proposez sont très radicales et ne nous semblent pas correspondre à la problématique demandée. Et surtout, je crois qu'on voit à travers l'ensemble de vos amendements ce que vous recherchez, c'est en fait de faire en sorte qu'il y ait une répartition rurale qui soit profitable, notamment aux territoires et aux petites communes. Et on s'aperçoit qu'on pourrait arriver à un effet totalement contraire. C'est-à-dire que la DSIL permet d'avoir une enveloppe départementale qui peut être fléchée, une enveloppe régionale qui peut être fléchée où on veut, et sans tenir compte de la population des départements. Là, vous aurez, si vous la départementalisez, une enveloppe en fonction du nombre d'habitants du département. Et quelquefois, les départements sont petits, alors que la DETR, de son côté, effectivement, fait œuvre péréquatrice, puisque la DETR est répartie au niveau départemental de manière péréquée. Alors, il faut que chacun sache où on va. Et en plus, ça nous poserait le problème de la répartition de la composition des élus, parce qu'on voit très bien que la DETR, c'est une donnée avec une composante très rurale, c'est-à-dire les élus sont des ruraux. Et si vous réintroduisez la DSIL, vous êtes obligé de réintroduire des urbains à l'intérieur qui vont décider. Enfin, c'est extrêmement complexe. Pour toutes ces raisons, comme je vous l'ai expliqué dans mon propos liminaire, nous vous demandons le retrait sur l'ensemble de ces amendements. Y compris pour celui de la commission des lois. Merci, monsieur le rapporteur. Quel est l'avis du gouvernement ? Bien, je vais faire aussi une réponse globale, en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, au cas où certains n'auraient pas été là. Je suis de celles qui pensent que la DSIL mérite une information plus grande auprès des parlementaires. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Ceci dit, là, on vient de monter un système, enfin, on est en train de monter un système qui est assez extraordinaire. Vous avez voté tout à l'heure dans un amendement que une partie de la DSIL était gérée directement par les parlementaires. Maintenant, on propose que la DSIL redescende au niveau du département. Et il y a un troisième amendement qui dit que la commission départementale doit être unique, DETR plus DSIL, gérée par l'ensemble des parlementaires, même si vous prenez soin de donner des voix, consultatives. Mais on sait ce que c'est quand il y aura tous les parlementaires devant les élus ruraux, normalement, mais il faudra réintroduire les urbains, comme vient de le signaler Charles Guéné. Au fond, ça veut dire que le préfet n'a plus la main sur aucun crédit, rien. C'est-à-dire que 1 milliard, c'est une réserve parlementaire qui a beaucoup augmenté. C'est une réserve parlementaire de 1,8 milliard maintenant. Oui, mais quand même, le système qui est en train d'être monté, c'est celui-là. C'est quand même celui-là. Ça pose un problème de constitutionnalité, bien sûr, et je ne sais pas quel gouvernement pourrait accepter ceci. Le rôle des parlementaires, c'est de voter le budget. Et vous savez que les élus ruraux, les préfets, personne ne peut faire quoi que ce soit sans le vote que vous avez effectué tout à l'heure en première partie. Là, effectivement, c'est la mission des parlementaires. Là, monter ce système, bon, voilà. Moi, je dis défavorable, bien sûr, sur toute la ligne, parce que là, il faut quand même, quelque part, être raisonnable, équilibré dans son rôle de parlementaire. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Bonhomme, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, moi, j'entends bien tous ces arguments, mais il n'empêche que tous ces amendements pointent un problème central, c'est celui quand même que les parlementaires qui examinent et votent des crédits puissent s'assurer de la bonne utilisation de ceux-ci.
aux moyens des commissions. Or, pour ceux d'entre nous qui ont d'ores et déjà siégé dans les commissions DETR, d'abord, c'est un simple avis qui est requis. Donc déjà, le problème de la censure constitutionnelle, je ne comprends pas pourquoi il peut être mis en avant, parce que c'est un simple avis. Et il y a un autre problème, c'est qu'à supposer que cet avis ne soit pas suivi par le préfet, ce qui arrive, eh bien les parlementaires et les maires se retrouvent en situation de devoir découvrir que le préfet, en douce, j'allais dire, a pris un avis contraire que celui qui a été émis par la commission. Déjà, il y a un problème de suivi de la décision. Il y a un problème aussi de formalisme, parce que selon les départements, on n'a pas les mêmes règles d'éligibilité et les mêmes modes de fonctionnement de la DETR. Quant aux amendements qui visent notamment à élargir les attributions de la commission en faisant la DSIL plus la DETR, il me semble traduire quand même cette volonté et cette nécessité dans l'esprit que les parlementaires puissent contrôler au mieux. Quand je dis contrôler, c'est avoir des règles de publicité et de débat et de délibération quasiment des élus qui composent ces commissions, et y compris pour la DSIL où effectivement on ne peut pas simplement s'en remettre au préfet. Je ne vois pas pourquoi le préfet serait plus légitime pour faire ses affaires dans son coin sans que les élus locaux et les parlementaires qui discutent des budgets de l'État soient mis dans le coup. C'est un premier point. Ensuite, l'amendement de notre collègue Alain Marc, je le comprends dans l'esprit. Abaisser le seuil, y compris à 20 000, on pourra me dire que ça crée une difficulté, une lourdeur administrative, mais dans certains départements, des dossiers à 20 000 euros, ça fait sens. Et je ne vois pas de la même manière pourquoi les parlementaires ne pourraient être pas associés étroitement à ces discussions. Merci, chers collègues. Monsieur Marie. Merci, Monsieur le Président. Je crois, Madame la Ministre, que cette expression quasi identique sur tous les bancs du Sénat indique que les parlementaires expriment une certaine inquiétude et en même temps souhaitent agir au plus près des territoires et des élus. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de caricaturer les positions qui sont exprimées ici. Nous ne souhaitons pas, en tout cas pour ce qui concerne notre groupe, remettre en place la réserve parlementaire. Nous venons de nous opposer à l'amendement qui allait dans ce sens. Nous ne souhaitons pas plus agir à la place des préfets. Nous ne souhaitons pas non plus nous substituer aux élus locaux. Ce que nous demandons, c'est d'être tout simplement associés, informés, que nous puissions faire valoir ce que nous connaissons des territoires, que nous puissions relayer des demandes d'élus qui, tout à fait légitimement, sont venus nous voir pour nous expliquer quels étaient leurs projets et en quoi ils étaient importants. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que, à la fois, ce soit le préfet de département qui puisse gérer l'ensemble de ces subventions et ces attributions, et que cela se fasse globalement pour l'ensemble des subventions d'investissement relatifs à l'investissement local, car je reprends la terminologie de la DSIL, c'est bien une dotation de soutien à l'investissement local qui remplace l'ancien FSIL, et la DETR que l'on connaît tous, qui est effectivement une dotation pour les territoires. Donc voilà, nous voulons être associés, ni plus ni moins, conformément à ce que sont nos responsabilités ici. Merci, chers collègues. Monsieur Delahaye. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, j'irai dans le même sens que les deux collègues et que l'ensemble des amendements, globalement, mais je vais revenir. Simplement, la légitimité en démocratie, elle vient du peuple. Ce sont les élus qui ont cette légitimité. Les préfets ne sont pas élus. Donc, moi, je me suis opposé à la suppression de la réserve parlementaire parce que je considérais que les règles de transparence qui avaient été mises en place étaient suffisantes pour que cette réserve parlementaire soit vraiment utile au territoire. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on substitue aux élus les préfets. Donc, sur la DETR, je suis pour que les élus aient aussi un droit non seulement de donner un avis, mais aussi de décider. Et sur la DSIL, je veux bien que ce soit le préfet qui décide, mais dans ces cas-là, qu'on rapproche la décision du terrain. Et on a beaucoup plus de liens avec les préfets de département qu'on peut en avoir avec les préfets de région. Et aujourd'hui, surtout que les régions sont très grandes, donc c'est beaucoup plus compliqué
y compris pour les parlementaires, d'avoir une influence sur les décisions qui peuvent être prises par les préfets de région. Et on sait malheureusement d'expérience que ces décisions sont souvent arbitraires. En tout cas, pour ma part, j'ai jamais eu d'explication sur les attributions des îles jusqu'à présent, sur quels critères elles ont été faites. Et c'est vrai que si on se trouve au bon moment dans le bureau du préfet, on a en général le bénéfice de l'enveloppe, sinon on est squeezé. Donc moi je dis, et ça fait partie de la plupart des amendements qui ont été déposés, la volonté c'est qu'on rapproche la décision du terrain et qu'on permette d'associer les élus. Donc moi j'aurais tendance, et je pense que le groupe Union Centriste aussi, à soutenir les amendements qui transféraient la décision de la DSIL du préfet de région au préfet de département. Et c'est cette décision-là, avec le souhait que les préfets, bien sûr, de département, restent très à l'écoute des élus, et notamment des parlementaires qui sont la voix du peuple. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Guerriau. Oui, Monsieur le Président, écoutez, moi je vais aller dans le même sens que Vincent Delahaye. D'un côté, nous avons des préfets qui ont un turnover assez rapide. En l'espace de 3 ans, en général, on change de préfet. De l'autre côté, vous avez des élus territoriaux qui ont une expérience, qui connaissent le terrain, qui se sont parfois heurtés à la complexité de nos différences territoriales. Et je crois que ce sont là des décisions qui méritent d'être au plus près, justement, des réalités locales que nous connaissons. D'autre part, dans la mesure où, parlementaires, nous ne pouvons plus cumuler la fonction dans un exécutif en particulier, je pense que ce serait couper les parlementaires dans leur capacité de rester au plus près des réalités qui sont les nôtres en ne les laissant pas participer à la répartition de ces fonds. C'est la raison pour laquelle je crois sincèrement qu'on doit aller vers l'approbation de ces amendements. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer que je suis assez tenté de me laisser séduire par l'amendement de la commission des lois, en m'en excusant auprès de mon collègue Charles Guené. Pourquoi? D'abord parce que si jamais il est adopté, je pense que dans le déroulé, les autres risquent de tomber. Mais en tous les cas, les autres seront globalement satisfaits. Car la proposition de départementaliser a un mérite. Je regrette que la départementalisation de la DETR ne s'accompagne pas d'un plus grand poids des élus. Mais nous, les parlementaires, dorénavant, nous pourrons assister à tous les travaux de la DETR. Cet amendement que vous proposez consiste à nous permettre d'assister aussi, si jamais c'est accepté de le départementaliser, accepter à tous les travaux de la DSIL, ce qui n'est pas possible dans le cadre régional. Prenez les 2-3 grandes régions, Grand Est et autres, vous connaissez les uns les autres. Je ne vois pas comment on pourra travailler avec la totalité des sénateurs et des députés de certaines régions, la région de Lyon, la région du Grand Est, on n'y arrivera jamais. La départementalisation, alors Madame la Ministre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Les parlementaires que nous sommes avons un avantage par rapport aux élus locaux. Vous voulez nous opposer aux élus locaux? Non, nous avons au contraire la dimension départementale. Nous défendrons la totalité des collectivités territoriales de nos départements, les petites communes rurales, les villes moyennes et les grandes. Cette dimension, nous l'avons. Ce que n'ont pas forcément certains élus locaux qui ne défendront que leurs intérêts personnels. Donc je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. J'apporte un petit peu d'eau au moulin à notre collègue Didier Guillaume qui est parti, je crois, lorsqu'il défendait tout à l'heure l'eau et l'assainissement. Notre rôle, il est par rapport à un préfet d'une connaissance du territoire. Accordez-nous cette connaissance. Vous l'avez sur votre département, Madame la Ministre, reconnaissez-le. Donc cette proposition, elle n'a rien de révolutionnaire. C'est une proposition relativement modérée et la dimension départementale et de la DETR et de la DSIL est une bonne proposition. C'est pourquoi, Monsieur le rapporteur de la Commission des lois, j'apporterai le soutien à votre amendement. Merci, chers collègues. Monsieur Paco. Monsieur le Président, Madame le Ministre, chers collègues, la profusion d'amendements à ce sujet montre que le texte pose un petit problème. Et effectivement, on assiste à travers
Ce texte a une espèce de volonté de recentralisation ou de régionalisation. Je vais aller dans le même sens que mes collègues. Je suis élu d'une région qui s'appelle les Hauts-de-France, une nouvelle région. Et moi, je suis de l'Oise. Le préfet de région, nous ne l'avons jamais vu. Mon collègue de l'Oise était là. Nous ne l'avons jamais vu. Et effectivement, comme le disait un de mes collègues, les préfets, ça passe, les élus, ça reste. Et les parlementaires, Madame le ministre, ils ne sont pas là que pour... ça reste quelques années quand même. Les parlementaires, ils ne sont pas faits que pour voter le budget. Ils sont faits pour parlementer, ils sont faits pour défendre leur territoire, parce qu'ils le connaissent, comme l'a très bien dit M. Poniatowski. Et effectivement, la décision au sujet du choix des déciles, il faut qu'elle soit départementalisée. Je pense que la plupart de mes collègues ici, ils ont vu ces dernières années la liste des dossiers qui ont été soutenus au titre des déciles. Et comme par hasard, moi je parle pour l'Oise, comme par hasard, 80% des dossiers étaient des dossiers urbains. La ruralité n'y avait quasiment jamais droit. Pourquoi? Parce que le préfet ne voyait que les élus des grandes villes et des grands territoires pour prendre ses décisions. Et le préfet, si compétent fût-il, quand il ne peut pas aller dans les 4000 communes de son territoire, même s'il a des sous-préfets qui peuvent éventuellement y aller pour lui, il ne peut pas faire le travail que les élus de terrain, que sont les parlementaires, qui sont des élus locaux, qu'on le veuille ou non, pourront faire. C'est pourquoi il me semble que tous ces amendements, malgré leurs différences, ils vont tous dans le bon sens et j'espère très sincèrement, Madame le ministre, que le gouvernement retrouvera le sens, entre guillemets, de la proximité, qui ne passe pas par la recentralisation, qui ne passe pas par la régionalisation, mais qui passe par la mise en commun du savoir-faire, de la connaissance du terrain, des élus locaux et aussi peut-être quand même un petit peu du préfet de département. Merci, chers collègues. Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais faire très court parce que tout a été dit. Moi, je voudrais simplement à mon tour que l'on fasse une place à part à l'amendement présenté par la Commission des lois. Cet amendement met l'accent sur l'action du préfet de département au lieu du préfet de région. Vous l'avez compris, ça a été cité l'une l'autre fois, dans des régions XXL comme la mienne, la région du Grand Est, il est évident que le préfet de département connaît bien mieux que le préfet de région, même si chez moi le préfet de région est le préfet de département, mais ce n'est pas le cas dans tous les départements, bien sûr, de la grande région. Il connaît bien mieux les problématiques locales et vraiment, je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est aboutir à une cohérence entre la commission qui donne son avis sur la DETR et celle sur la DSIL. Je voudrais aussi dire mon accord avec Didier Marie tout à l'heure. Il ne faut surtout pas caricaturer ce que l'on fait. Et juste un mot, Madame la ministre Gourault. Moi, je suis très à l'aise. Je n'ai pas non plus voté tout à l'heure cet amendement qui rétablit la réserve parlementaire. Mais nul doute, Madame la ministre, vous le savez bien, que cet amendement fera long feu. Alors, laissez-nous au moins la contrepartie, à savoir la possibilité pour le préfet de département de décider en ce qui concerne la DSIL. Et, mes chers amis, la commission des lois vous a indiqué dans l'exposé des motifs que dans quelques amendements, il y aura la proposition de constitution d'une commission, entre guillemets, mixte, visant à la fois la DETR et la DSIL. J'ai le sentiment qu'avec ces deux amendements de la commission des lois, nous répondons à la quasi-totalité de la problématique que nous examinons maintenant depuis au moins une demi-heure. Merci, chers collègues. Monsieur Rénal, monsieur le rapporteur. Oui, mes chers collègues, je connais le vote final sur ces amendements. Mais pour autant, je vais quand même continuer à les critiquer. Les critiquer tous, y compris M. Poniatowski, celui de l'excellente commission des lois. Parce que je trouve que si tous les argumentaires et toute la discussion politique qui a lieu sur ces amendements est utile, la traduction par les amendements qui nous sont proposés, elle, ne l'est pas. Je le pense comme ça. Sur deux aspects au moins, et même sur un troisième.
Deux aspects qui ont déjà été évoqués, auxquels on peut toujours passer. L'idée que la DSIL départementalisée fera que, dans certains départements, il y aura un montant ridicule de DSIL. Ridicule, je dis bien. Et donc, que très bien, il y aura un choix par une assemblée d'affecter des sommes ridicules sur des projets importants. C'est ça que vous proposez, concrètement. Pas, je ne vous parle pas politique, hein. Politiquement, je comprends parfaitement. Politiquement, mais la réalité des choses, c'est celle-là. Deuxième sujet, dans tous ces arguments, donc tous les arguments qui tiennent à dire on revient vers la DSIL vers la DETR et vers les réunions de DETR, tout ça me paraît totalement contraire, le résultat totalement contraire à l'envie que vous exprimez, dans laquelle je peux tout à fait me retrouver. Il y a un problème démocratique sur la DSIL, il est levé. Il y a un sujet, il y a un amendement qui en parle. L'amendement 74 rectifié, messieurs Leroux, Chaise, Bazin, etc. Moi, je trouve, au détail près d'écriture, qu'en tout cas, celui-là a du sens. L'idée de dire qu'il y ait auprès de la DSIL une commission des élus, comme il y a une commission pour la DETR, on peut travailler sur ce sujet. Il me semble que ça a du sens. Voilà. Et je trouve qu'autour du préfet de région, pour ces affaires-là, il pourrait y avoir une représentation, comme il y a une représentation pour les commissions DETR. Ça, cet amendement, moi, il me convient, parce que comme ils vous conviennent tous, celui-là vous convient aussi. Mais il ne dit pas la même chose que les autres. Il dit l'inverse. Il ne ramène pas au département. Il crée une commission d'élus auprès de la DSIL. Moi, je trouve que c'est un argument qui a du sens. Enfin, je voudrais vous dire, on n'a toujours pas mis en route les commissions DETR comprenant les parlementaires. Ce n'est pas mis en route. Ça sera mis en route au 1er janvier 2018. À la demande d'ailleurs des deux présidents des assemblées, je vous rappelle ce point, c'est revenu au Sénat, il n'y a pas eu de discussion au Sénat et le président du Sénat actuellement nomme les représentants à la DETR pour chaque département. Moi, je vous suggère de ne pas revenir tous les ans sur des sujets qui n'ont même pas encore été expérimentés. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal qu'on voit en 2018 fonctionner la DETR, qu'on pose un amendement sur la DSIL pour qu'il soit effectivement avec une commission d'élus. Ça me paraît important. Et à partir de là, on aurait un ensemble, me semble-t-il, dans un premier temps, qui serait assez cohérent. Voilà. Et puis, autre point pour bien voir les choses, il faut quand même qu'on ait, à un moment donné, la discussion, ça a été dit à juste titre, sur le rôle des parlementaires et le rôle des élus locaux. Et il va falloir arrêter, me semble-t-il, de dire on a confiance dans les élus locaux, ah oui, mais on veut les chapeauter quand même. Non, qu'on soit informé. Par exemple, dernier sujet, que dans les réunions DETR, on ait un retour d'information sur ce qui s'est passé sur les DSIL. Moi, je trouve que ça serait utile. Voilà, qu'on ait un retour départementalisé de ce qui s'est décidé dans les DSIL. Mais de grâce, ne mettons pas des usines à gaz qui remplacent déjà des usines à gaz qui existent pour la DETR, qui n'ont jamais été mises en application et qu'on va voir en 2018. Laissons vivre un peu le système, on en reparle dans un an ou deux. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Hervé. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, moi je crois qu'on fait œuvre de simplification en créant une commission unique à l'échelon départemental et permettant aux élus locaux d'abord, aux parlementaires également, d'avoir une vision consolidée de ces deux types d'aides que sont la DETR d'une part, la DSIL d'autre part, et qui permet d'avoir un éclairage démocratique, double, élus locaux, parlementaires auprès du préfet pour qu'il puisse prendre un certain nombre de décisions dans la critérisation, dans la préparation du travail en amont, comme évidemment dans le compte-rendu qui peut en être donné. Alors, on pourrait dire que cet amendement est une lubie. Quelques parlementaires se sont levés un matin, vexés qu'on leur ait supprimé la réserve parlementaire, et ils se sont dit, tiens, on va aller s'occuper de la DSIL. Il n'en est pas le cas. D'ailleurs, référons-nous aux grands auteurs. Moi, j'ai repris une déclaration de M. Darmanin à l'Assemblée nationale
le 21 octobre 2017. Je cite, je n'imite pas mais je cite. Cela n'engage que moi et le ministre de l'Intérieur aura donné ses consignes, mais il me semble qu'autant la réserve parlementaire n'était pas justifiée institutionnellement parce qu'un parlementaire n'a pas à distribuer de l'argent, autant il y aurait un très grand intérêt à ce que les parlementaires siègent de droit dans les commissions où le préfet attribue les crédits de la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, et de la DSIL, dotation de soutien à l'investissement local. Moi, et je m'en arrêterai là, le fait de constituer auprès du préfet de région une commission constituée d'élus locaux et de parlementaires me semble pas le bon niveau territorial en termes de subsidiarité pour faire ce travail-là. Et moi, le préfet de mon département m'a donné hier la liste, à ma demande, la liste complète DETR DSIL. Je vous assure, mes chers collègues parlementaires, que c'est un tableau extrêmement instructif. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Delcros, pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le président. Dans cette discussion, il y a bien plusieurs sujets. Le premier sujet, il y a à quelle échelle doit être gérée la DSIL. C'est le premier sujet. Échelle régionale ou échelle départementale. Ça, c'est un sujet. Pour ce qui me concerne, je pense que l'échelle départementale est la bonne. On parle là de la gestion de l'enveloppe. Deuxième sujet, qui doit décider de l'attribution des subventions? Très franchement, personnellement, je pense que ça ne peut pas être les élus qui décident de l'attribution des subventions. Ce n'est pas réaliste. En revanche, et troisième sujet, j'adhère à l'idée que, comme il y a une commission de suivi de la DETR auprès du préfet de département, cette commission-là peut suivre l'attribution de la DSIL au niveau du département. Et à mon collègue Claude Raynal qui dit si on est dans une échelle départementale pour la gestion des DSIL, oulala, il y a des départements qui auront des enveloppes très petites, j'ai envie de répondre, ça dépend des critères qui sont fixés. Évidemment, si on fixe qu'un seul critère qui est celui de la démographie, ça sera le cas. Mais on peut imaginer des critères qui attribuent des dotations par département qui soient justes. Merci, chers collègues. Monsieur Savary. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. C'est une conception différente que vous exposez par rapport à ce que le Sénat peut exposer. C'est le rôle du parlementaire, où il y a une volonté, semble-t-il, peut-être plus moderne, je ne sais pas, le temps parlera, où le parlementaire vraiment se consacre à faire les lois, déconnecté du terrain. On lui demande de plus en plus de passer du temps à Paris, plus sur le terrain. Puis il y a une autre conception, celle qu'on défend peut-être plus largement au Sénat, où le parlementaire, et notamment le sénateur, est le représentant des territoires. Ces territoires, il ne faut pas les oublier. Donc c'est vraiment une conception différente que l'on a du rôle du parlementaire. Et maintenant, il n'y a plus de cumul. Donc il n'y a plus de lien d'intérêt direct tel qu'on pouvait avoir en tant que président de département pour certains, maires, où il y avait des liens d'intérêt, effectivement, par rapport à la gestion de crédit public. Il n'y a plus ces liens d'intérêt. Et la vie change complètement. Moi, je ne sais pas quelles sont les réactions de mes collègues, mais n'étant plus à la tête d'exécutif depuis seulement quelques jours, quelques semaines, on voit la différence. Moi, je gérais un département moyen, du jour au lendemain, vous n'avez plus de mail, vous n'avez plus de coup de téléphone, vous êtes déconnecté du terrain et naturellement, on voit les choses complètement différemment. S'il n'y a plus d'intérêt à travers la participation et une action efficace du parlementaire auprès des élus locaux, comment évaluer la politique de territoire? Comment faire notre rôle derrière sur le plan national? On s'est tous engagés au moment de nos élections à représenter nos départements à Paris. Voilà, parce que l'État décentralisé reste très jacobin encore. Donc il est important d'être aux côtés de ceux qui, sur le territoire, prennent des décisions avec la neutralité que l'on doit exprimer à travers cette loi de non-cumul. Donc je crois qu'il faut trouver, à l'échelon départemental, une instance qui permet à ce que les parlementaires puissent avoir leur mot à dire. Et de toute façon, Madame le ministre, quand ça se passera bien, ce sera toujours bien sûr grâce au préfet, et quand ça se passera mal, ce sera à cause des élus. Merci, chers collègues. Monsieur Dagbert.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On a entendu parler tout à l'heure de défiance et de confiance. Moi, je voudrais dire ici, en tant qu'ancien président de département, la confiance qui est la mienne dans le représentant de l'État dans le département. J'ai toujours bien travaillé avec mon préfet, mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que dans un département qui compte 740 communes rurales de moins de 2000 habitants, bien souvent, cette relation entre le département et le préfet permet justement d'avoir une meilleure lecture des projets qui sont financés et qui sont à financer. Et par conséquent, l'échelle départementale me paraît la plus pertinente pour analyser les projets et participer utilement au soutien à l'investissement dans les territoires. Et par conséquent, je veux redire ici tout l'intérêt qu'il peut y avoir à ce que les parlementaires que nous sommes, qui ont exercé bien souvent des mandats locaux, mais qui aujourd'hui ne sont plus en responsabilité exécutive, et donc, comme le disait notre collègue, lèvent le doute ou la suspicion. Par conséquent, tout cela me paraît quand même de nature à autoriser, d'autant que ça a été dit sur l'autre amendement, il y a de fortes chances qu'on ne le voit pas aboutir, eh bien d'autoriser d'une certaine manière cette grille de lecture départementale pour ce qui s'agit de la DETR et du SFIL. Merci, chers collègues. Madame Goulet. Je renonce, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Rénal. Oui, pour répondre à mon ami et collègue Bernard Delcros, il faut aussi lire les amendements. Non, mais on est sur des amendements. Alors, moi, je veux bien qu'on prenne d'autres critères que la population, mais l'amendement que vous apprêtez à voter, c'est un amendement critère population. Donc, moi, je parle sur la population. Et là, j'ai une réponse politique, mais qui n'a rien à voir avec le sujet. L'amendement que vous apprêtez à voter, c'est celui que vous ne voulez pas. Eh bien, je vous félicite. Merci, chers collègues. Nous allons à présent voter les amendements. Je rappelle, avis défavorable de la commission. Monsieur Marie, vous êtes déjà exprimé. C'est pour je ne peux permettre pas d'aller vous passer beaucoup une plus deuxième vite. fois la parole. Pour permettre d'aller beaucoup plus vite, Monsieur le Président, je retire les deux amendements que j'ai déposés au bénéfice de l'amendement de la Commission des lois. Merci, chers collègues. 61 et 60 retirés. Donc, je mets donc aux voix l'amendement 84, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 101 tombe par conséquent. Nous arrivons à l'amendement 97. Monsieur Hervé. Je m'adresse à mon collègue Guerriau sur cet amendement par souci de cohérence et en préparation de l'article suivant. Étant donné que l'amendement de la Commission a été adopté, je souhaite qu'il retire son amendement pour qu'on puisse avoir un texte cohérent. Monsieur Guerriau. Compte tenu du beau succès que nous avons eu sur l'amendement qui a été adopté avec presque l'unanimité, nous retirons cet amendement, mon cher ami. Merci, chers collègues. Les amendements 74 et 90 tombent. Non, ne tombent pas. Monsieur Leroux, pour explication de vote. Monsieur Leroux, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, pour dire également que je me retire. Oui, donc le 74 est retiré, donc il reste le 90 rectifié de Monsieur Rapin. Le 90 rectifié, je le mets aux voix. Il a fait l'objet de deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 96,
2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 59. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 59 est adopté. Voilà pour les débats des sénateurs autour des crédits de la mission Relations avec les collectivités. Les sénateurs qui ont notamment décidé de la mise en place d'une dotation aux petites communes qui vient compenser la suppression de la réserve parlementaire l'été dernier. Une dotation d'un montant de 86 millions d'euros. Vous avez entendu les arguments du gouvernement qui estime que ce fonds serait inconstitutionnel si ce sont les parlementaires qui décident de sa répartition. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.